Bonsoir Vadim Sizonenko, merci beaucoup d'être là. Vous êtes premier conseiller de l'ambassade de Russie en France. Vous êtes l'une des voix de la Russie, une des voix officielles de la Russie en France. Je vous remercie beaucoup d'être là parce que vous prenez peu la parole et on voulait vous avoir sur ce plateau pour cette émission spéciale. On voulait vous montrer à vous aussi cette image qui nous a qui a perturbé le gouvernement français. C'est une image qui a été dévoilée par le gouvernement français, par le ministre français des Armées ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ce Sukhoi russe qui a frôlé à 3 reprises de manière agressive, c'est ce que dit le ministre des Armées français, un drone français. Justement, ça s'est passé au-dessus de la Méditerranée orientale. Je ne sais pas si on peut revoir cette image-là. Encore une fois, le gouvernement français parle d'un acte agressif de la part de la Russie. Pourquoi ce genre de provocation, Vadim Sizonenko, de la part de la Russie? Malheureusement, je n'ai pas suivi ce reportage, ces images... Vous n'avez pas vu ces images? Non, absolument. Voilà les images. Voilà. On voit le Sukhoi qui approche, on a une partie des images évidemment. Encore une fois, ce sont des images qui ont été dévoilées. Est-ce qu'il y a des dégâts rendus publics? Est-ce qu'il y a des dégâts du drone français? Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Mais, encore une fois, le gouvernement français parle d'un acte agressif de votre part, de la part de la Russie. Comment vous qualifiez ça? Et intentionnel, absolument. Vous savez, je n'ai aucune information à ce sujet. Puis je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un pilote. Donc, ce que je vois, c'est que 2 objets en air se rapprochent et puis ils se partent. Donc, pour vous, c'est anecdotique? C'est pas anecdotique, mais c'est une image, ce que je vois. Enfin, c'est pas anecdotique pour le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, qui pour le coup s'indigne de cette... De toute façon, vous pouvez vous adresser directement au ministère des Armées français ou bien au ministère russe de la Défense pour recevoir quelques commentaires à ce sujet. Vous n'avez pas de commentaires à faire. Qu'est-ce que vous dites ce soir? On va rappeler les informations de la soirée et les informations de la journée pour prendre les choses dans l'ordre. Les Américains qui annoncent le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. L'Ukraine, ce soir, dans la voix de Volodymyr Zelensky, qui dit qu'elle a besoin de ce soutien américain, qu'elle veut le soutien américain, qu'elle est prête à une trêve. Volodymyr Zelensky propose une trêve ce soir. Une trêve dans les airs, une trêve sur les mers, à condition que la Russie l'accepte aussi. Est-ce que vous êtes prêt à cette trêve ce soir? Donc, on peut commencer par la décision, des autorités américaines sur la suspension de son aide militaire et financière. Donc, à première vue, cette dette financière et militaire de la part des pays occidentaux en faveur du régime de Kiev est un seul moyen pour le régime de Kiev d'assurer sa capacité de poursuivre la guerre. Et dans ce cas-là, une décision des autorités américaines de suspendre leur aide, ça pourrait amener le régime de Kiev à une idée qu'il y a des options, des solutions non pas militaire du règlement du conflit. Voilà. Donc, mais vous accueillez favorablement la décision américaine, la décision de Trump de geler l'aide militaire? C'est plutôt positivement. Vous considérez que c'est une victoire pour la Russie? C'est pas victoire. C'est une petite contribution à l'avancement du règlement. Il y a beaucoup de petites contributions ces derniers temps de la part de Donald Trump vis-à-vis des Russes, concernant à la fois les conditions de paix, concernant les conditions qu'il impose à Volodymyr Zelensky. Ce qu'il le faut faire, c'est de parvenir à une paix durable et à long terme, pas à une trêve. Vous êtes prêt à la paix ce soir? Moi? Oui. La Russie et moi sont toujours prêts à la paix. Parce que c'est pas l'impression que ça donne depuis 3 ans avec cette guerre que vous avez déclenchée. Mais de toute façon, c'est pas la guerre, c'est une opération spéciale militaire. Oui. Oui. C'est une opération spéciale militaire qui a été une réponse à l'agression du régime de Kiev contre la population civile de Donbass. Nous ne sommes pas, la Russie n'est pas agresseur, la Russie défendeur du Donbass.
Là-dessus, on n'aura pas de point d'accord. Effectivement, la Russie est l'agresseur depuis 3 ans, du territoire ukrainien. Mais vous dites que vous êtes prêt à la paix. La paix sous quelles conditions? Et d'abord, une première condition. Est-ce que la paix, cette paix, pourrait se faire avec Volodymyr Zelensky? Vous savez, la question de Zelensky est un peu compliquée. Premièrement, il y a quelques années, comme vous rappelez aussi, Zelensky, à l'époque, président ukrainien légitime, a rendu public un décret qui a, lui, interdit de mener toute pour parler avec la Russie, avec le président Poutine. Et maintenant, pour ouvrir la voie vers le pourparlers, pour balayer cet obstacle, il faut bien annuler ce décret. Zelensky dit qu'il est prêt désormais à négocier. Comment le faire? Zelensky n'est plus président légitime. Pourquoi? Son mandat présidentiel a expiré il y a 10 mois, il y a une en Ukraine, on est en état de guerre, donc ils ne peuvent pas organiser des élections. La constitution ukrainienne ne prévoit pas la prolongation du mandat présidentiel. La constitution russe ne prévoyait pas non plus la prolongation éternelle du mandat de M. Poutine. Mais, c'est un fait aussi. Mais de toute façon, tous les amendements de notre constitution ont été effectués par le référendum universel. Toute la population, toutes les Russes ont voté. Je crois que le référendum, c'est une chose très intéressante pour la France. Mais pour autant, poursuivons la question de Maxime Switek, est-ce qu'aujourd'hui, la Russie peut accepter d'entamer des négociations conduites par le président Zelensky, ou bien est-ce qu'elle le refuse totalement? Si vous me permettez, je poursuis mes approches. Ce sont pas les bien, mais quand même. Et une autre question, ça c'est en ce qui concerne Zelensky. Oui. Il n'est plus en ce qui concerne la constitution ukrainienne. La constitution ukrainienne prévoit que dans cette situation, que ça c'est le président du Parlement ukrainien, de la Rada ukrainienne qui peut exercer les engagements de chef d'État. De toute façon, à quel titre Zelensky va prendre part aux négociations? Donc pour vous, il ne peut pas y avoir de paix avec Zelensky. Comme chef d'État. Mais pour dire les choses clairement, M. Simonenko, il ne peut pas y avoir de paix avec Zelensky dans les parages. Mais de toute façon, ça c'est à l'Ukraine de déterminer son rôle, son statut dans les pourparlers. Pas de chef d'État, mais il y a d'autres postes. Mais il peut participer sans être officiellement, selon vous, le chef d'État. Est-ce que Vladimir Poutine peut dialoguer avec lui directement? Je ne sais pas, il faut demander à Poutine, mais de toute façon, maintenant c'est très difficile. De plus, vous vous rappelez très bien qu'il y a quelques jours à Washington, lors de la rencontre avec Trump, Zelensky a manifesté d'une façon très claire ses capacités de négociateur qui respecte son partenaire et ses intérêts. Ce soir, il dit qu'il veut renouer justement avec Donald Trump et il se montre reconnaissant de l'aide militaire américaine, comme l'avait demandé le président américain. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Une autre chose, puisqu'on parle des conditions qui pourraient amener à la paix, il y a une idée qui serait d'envoyer des troupes européennes, s'il y avait accord de paix, pour vérifier que l'accord de paix est précisément respecté. Des troupes britanniques éventuellement, des troupes françaises éventuellement. Donald Trump a expliqué à la face du monde que Vladimir Poutine était d'accord avec cette idée-là. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous pourriez accepter que des troupes européennes viennent vérifier que l'accord de paix est respecté? Avant de parler du déploiement de forces disons de maintien de paix, il faut dire que une paix durable et à long terme et un accord sur cette paix doit contenir les garanties solides de la sécurité de la Russie.
Je voudrais faire un petit contexte histoire. L'opération spéciale militaire a commencé à cause du refus de l'Occident de prendre en considération les garanties de sécurité de la Russie. On parle ici beaucoup de la garantie de l'Ukraine, c'est bon, ça c'est un bon principe. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Vous réclamez des garanties de sécurité pour la Russie, c'est normal que l'Ukraine réclame des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais on ne voit pas les événements concernant la situation en Ukraine avec la Russie, avec la participation de la Russie. Et aucune discussion au sujet de la garantie de sécurité de la Russie n'est lancée au niveau officiel. Quelles sont les conditions que vous demandez? Même au niveau des experts. Notre plateau est une bonne exception à ce sujet, hein, puisque vous avez accordé une bonne opportunité de l'exposer. Et on aimerait savoir quelles sont les conditions posées par la Russie pour signer un éventuel cessez-le-feu ou accord de paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la Russie demande? Ce que je dis, un accord doit contenir les garanties solides de la sécurité. Mais lesquelles? Lesquelles? Lesquelles la démilitarisation de l'Ukraine et sa non-adhésion à l'OTAN. Le refus de Kiev à l'idéologie néo-nazie, nationaliste et raciste. Puis, vous êtes toujours persuadé que l'Ukraine est dirigée par des nazis, que Volodymyr Zelensky est un nazi? Le régime de Kiev est de caractère nazi. Bien qu'il soit dirigé par un juif. Pardon? Bien que Zelensky soit juif. Vous savez, c'est pas la question d'originalité, de nationalité de quelqu'un. Ça, c'est la question de la politique à effectuer. Ça, c'est la suppression des minorités nationales en Russie. Ça, c'est comment, vous savez, on a tué les Russes pendant 8 ans. 10 000 des Ukrainiens du Donbass parlent en russe. Tués au Donbass. Oui, des habitants du Donbass. Oui, c'est ça, absolument. Et de toute façon, ce que je fais, donc, les représentants du régime de Kiev, après le coup d'État, ça c'est après quelques semaines d'avoir prendre le pouvoir, ça c'est d'annuler le statut officiel de la langue russe. On a commencé par ça. Et prenons la question autrement sur les troupes françaises en Ukraine. Est-ce que ça serait un acte hostile à la Russie, considéré comme tel? Est-ce que ça serait une déclaration hostile ou même, pourquoi pas, une déclaration de guerre à la Russie s'il y avait des troupes françaises, britanniques en Ukraine? Et ce sera la vous savez, les pays occidentaux, en particulier les pays européens, prennent part, en fait, à une guerre par procuration contre la Russie. Et dans cette situation d'envisager le déploiement de ces soldats, de ces armées sur le sol ukrainien, ce n'est pas justifié. Je ne vois pas comment le faire. De toute façon, la Russie et les autorités russes à maintes reprises a dit que le déploiement des troupes européennes sous n'importe quel drapeau, soit national, soit de l'OTAN, soit de l'Union européenne, ce n'est pas acceptable pour la Russie. Et sous le mandat de l'ONU, dernière question, sous le mandat des Nations Unies, est-ce que la Russie pourrait l'accepter? C'est une bonne question. Puisque vous savez, le déploiement des forces de maintien de paix se relève uniquement à la compétence de l'ONU, pas à Londres, pas à Paris ou bien à quelqu'un d'autre. Et donc ça serait acceptable par Poutine? De toute façon, ça doit être accepté par toutes les parties du conflit. Donald Trump mettrait son veto. Merci Vadim Sizonenko d'avoir été notre Merci d'avoir été sur ce plateau ce soir. Ce soir, Ulysse, est-ce que vous voyez dans les déclarations de Vadim Sizonenko une porte d'ouverture? Non, d'abord, il faut remarquer que
la position exprimée par le porte-parole de l'ambassade de Russie, qui continue à dire qu'il s'agit d'une opération spéciale et pas d'une guerre. Donald Trump dit exactement le contraire. Il dit que c'est une guerre qui a fait près d'1 million de morts et de blessés. Donc sur ce point, vous êtes en désaccord avec Donald Trump et avec les Européens qui voient qu'il y a eu effectivement, depuis 3 ans, à la fois une invasion de l'Ukraine et une guerre menée contre l'Ukraine, même si vous l'appelez opération spéciale. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est que je vois que le représentant de la Russie exclut l'idée de troupes européennes en tant que telles en Russie, ça il le dit clairement. Par contre, et c'est peut-être l'une des portes d'ouverture au règlement de ce conflit, s'il y avait un cessez-le-feu et s'il y avait un mandat des Nations Unies, est-ce qu'il pourrait être possible d'envisager d'envoyer des troupes de maintien de la paix européennes, et pas seulement d'ailleurs, ça pourrait être des troupes turques éventuellement, ou des troupes chinoises, ou des troupes, je ne sais pas, du Sri Lanka, alors il ne dit pas non. Est-ce que ça voudrait dire que la Russie voterait aux Nations Unies une telle résolution ? La question est posée. Bon, la question est posée. Merci en tout cas. Merci Ulysse. Les propos d'Emmanuel Macron sur le danger dans lequel nous sommes. Il est minuit moins le quart, mais on a encore la main. Nous avons encore les moyens de réussir ce sursaut stratégique européen. Et un peu dans le sens de ce que disait Zelensky, il dit si Vladimir Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Alors je rappelle, la Roumanie, c'est quand même dans l'OTAN. Oui. Donc, pour la première fois, parce que souvent c'était des commentaires, des suppositions, etc., là on a le président de la République française qui dit Vladimir Poutine pourrait s'attaquer à l'OTAN. Cette fois, il le dit très clairement. Je n'ai pas souvenir qu'il l'ait dit aussi nettement. Non, c'est la première fois qu'il le dit. Je crois qu'il le dit, mais enfin, bon, c'est la raison pour laquelle nous avons déployé un bataillon en Pays-Bas et en Roumanie. C'est quand même un peu pour protéger la Roumanie. Donc, c'est quand même qu'il y a une menace sur la Roumanie, comme sur tous les pays d'Europe centrale et de l'Est. À moins qu'il... Alors, après, techniquement, la menace russe sur la Roumanie et la Moldavie, c'est que, bon, militairement, c'est un peu compliqué. Davantage sur la Moldavie que en revanche, pour tout ce qui se passe, c'est-à-dire en dessous de la ceinture, pour tout ce qui est ces affrontements sous le seuil de la guerre ouverte, sur tous les jeux d'influence, notamment en Roumanie ou en Moldavie, même encore plus en réalité. Ce que vous n'aimez pas appeler la guerre hybride, c'est cela. Ce que je déteste appeler la guerre hybride, mais l'affrontement hybride, pourquoi pas. Voilà, tout ce qui est sous le seuil de la guerre et qui essaie de faire modifier la politique d'un pays. Ça, Qu'est-ce qui est vrai selon vous ? Parce que moi je suis quand même surpris. Les gens qui nous écoutent depuis 3 ans, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se contredire, ça c'est normal, mais par exemple, Xi Jinping, on dit il veut Taïwan, c'est clair et net. Voilà, il le dit, c'est pas le dit, lui, c'est pas le dit. Voilà, c'est clair. Poutine, on a l'impression que depuis 3 ans, on hésite entre des versions maximalistes, il veut s'attaquer à Paris, Berlin, Londres, etc. Et versions minimalistes, en fait, il n'est pas fou, donc il veut conquérir uniquement ce qui n'est pas dans l'OTAN, où il sait qu'il y a un risque, mais enfin un risque limité. Alors entre les deux, est-ce que, d'après vous, il y a un constat objectif, ou bien est-ce qu'on est dans le bleu ? Je pense que, quand même, il a fourni la réponse en une lettre, des conditions qu'il a posées à l'OTAN en décembre 2021, où il a dit, Poutine et la Russie, ils avaient des positions qu'il faut que l'OTAN se retire à des frontières qui ne comprennent pas l'Europe centrale et l'Europe orientale, c'est-à-dire les anciens pays du bloc Est. Donc il rêve encore de reconquérir l'Union soviétique. Et comment le peut-il ? Il sait bien que les Polonais sont tellement anti-russes, ils sont bien armés. Jamais les Polonais... les États-Unis ne soient pas là, et ça c'est le cas, et que tout ce plan ou toute cette ambition, il devient tout de suite beaucoup plus réaliste. Et je ne pense pas qu'il a renoncé à ça. Et ayant Trump avec lui sur ce sujet-là, je pense qu'ils sont d'accord pour diviser le monde entre eux. Et d'où cette convergence sur les points de vue et sur le fait de ne pas appeler Poutine agresseur, c'est tout à fait possible, plausible. En fait. Attendez, vous êtes beaucoup d'entre vous ici sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais reprenons une carte de 1989. C'est les cartes qu'il y avait sur le mur de nos. J'ai failli vexer Aurélie Delmour, qui est une de nos responsables, parce que je lui ai dit, est-ce que tu te souviens ? Elle m'a dit, mais j'étais pas. Alors je suis pas sûr qu'on voit très bien. Enfin, ouais. Alors c'est la carte. 1989 cette carte. Oui, alors le rideau de fer. Voilà. Oui. J'aimerais. On voit. Alors, et là, ce n'est pas en français, alors c'est un peu particulier, mais bon, alors je ne sais pas quelle langue c'est. Alors, italien. En italien. Alors, mettons-nous à l'italien. Oui, c'est en italien. Alors, en italien. Donc, pour une club italien. Alors, Francia, je pense quand même que c'est bon. On a l'Allemagne de l'Est. Alors, tout ce qui est jaune et orange faisait partie, sauf la Suède. Côté rideau de fer. Faisait partie du pacte de Varsovie, c'était le rideau de fer. Alors, qu'on essaye de comprendre quand même, donc ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a en jaune, à côté de l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, qui est la
RDA. Oui. Voilà. C'est l'époque où l'Allemagne était coupée en deux, où on voit bien la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, tous ces pays étaient sous la botte soviétique. C'était la conséquence de la Seconde Guerre mondiale et de Staline qui avait avancé jusque-là et que personne n'avait réussi à faire reculer. Est-ce que vraiment Poutine rêve de reprendre cela ? Il reste. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps dans les pays baltes, notamment où j'enseigne. Et les pays baltes, c'est vraiment une crainte. C'est quelque chose qu'on entend de Moscou, notamment. Il faut pas oublier que même s'ils sont pas marqués sur la carte, une partie, en tout cas aux États-Unis, ils reconnaissaient pas la mainmise des pays baltes, même à l'époque. Vous avez raison de le souligner. Ça, alors c'est très important ce que vous dites. Dans nos générations, on avait tellement abandonné les pays baltes parce qu'en fait, on aurait dû les dessiner. Ils sont là, les pays baltes. Mais surtout que, en tout cas, aux États-Unis, on reconnaissait qu'ils étaient encore indépendants, même s'ils étaient toujours. Oui, voilà. Même s'ils étaient. Et cette carte, elle est tellement révélatrice parce qu'en Europe de l'Ouest, on fait la leçon à Trump aujourd'hui. Mais ce que fait Trump, nous, on le faisait à l'égard des Baltes. C'est-à-dire, on disait, désolé pour vous, messieurs. Ils s'en souviennent très bien, les pays baltes. Voilà. Ils s'en souviennent très bien. Et ils sont très inquiets. C'est pour ça qu'ils s'en souviennent très bien. Ils nous en veulent beaucoup. Ils nous en veulent beaucoup. Et dans le musée à Riga de l'occupation et de la déportation, ils en parlent largement. Est-ce que ça explique d'ailleurs, parce que souvent on dit ils sont pro-américains, les Polonais, les Baltes, mais ils ont des raisons de l'être. Parce que pendant que les Américains gardaient un anticommunisme et un antisoviétisme assez virulent, les Européens de l'Ouest considéraient qu'il fallait être tranquille. Les pays baltes ont été envahis après les accords Molotov-Ribbentrop, après le pacte de fer, qui a laissé un blanc-seing à l'Union soviétique. Donc ils ont été envahis en quelques jours. Et la répression, j'ai calculé que là, juste sur l'Estonie, c'était comme si en France, l'occupation allemande avait déporté 2,5 millions de personnes. Ça a été absolument terrible. Donc ils se sont tapés un an d'occupation soviétique, les Allemands, les nazis sont arrivés, et ensuite ils sont retapés une nouvelle occupation. Avec de la déportation jusque dans les années 50, fin des années 50, terrible. 56 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que l'hyper-réalisme de l'époque, l'excès de réalisme, disons, est en train de revenir ? Quand on lit certains propos de ceux qui disent au fond, si la Russie avait une zone d'influence, ce serait pas si grave, on aurait la paix. Oui, effectivement, je pense que nous n'étions pas plus lâches à l'époque que nous le sommes aujourd'hui. Simplement, il y avait une réalité qui était une réalité froide, militaire, de domination. Et ensuite, à partir de la chute du mur de Berlin, nous avons cru que le multilatéralisme, le droit international, le respect des grands principes de démocratie et de liberté des peuples allaient remplacer comment disait Marx, l'océan froid des calculs égoïstes. Et ben, malheureusement, moi j'aime bien quand Guillaume Roquette cite Karl Marx, là, ça claque. Ça claque. Je trouve cette phrase très belle, donc, et très, 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 très parlante. Et effectivement, on est en train de revenir à cela. Et en fait, c'est Poutine qui a, entre guillemets, sonner la fin de cette parenthèse enchantée, même s'il y avait déjà eu des coups de canif, mais de façon très, très marquante, en disant, moi, je ne reconnais pas la base du droit international qui consiste à dire qu'il y a des frontières. Non, moi, j'envahis le voisin d'à côté parce que je veux l'écraser. Et bien, dès lors que c'est ça la nouvelle réalité, tout le monde se met au diapason. Ça a pris 3 ans, mais c'est une nouvelle grammaire qui est en train de s'écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est l'actualité du jour, les Anglais, les Français et ceux qui étaient là à Londres ont raison d'être plus courageux qu'on ne l'était à l'époque? Est-ce qu'il y a un risque ou au fond... Mais vous les trouvez courageux? Un peu plus quand même, puisqu'ils sont là plus que les Américains qui lâchent l'Ukraine. Ils disent, je ne sais pas, moi, dans le plan Macron, ils disent, et à mon avis ils ont raison, on ne va pas envoyer des troupes tout de suite. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire aller se battre contre les Russes. Donc on a peur. Ben bien sûr qu'on a peur. Évidemment qu'on a peur. Mais on a peur de quoi exactement ? On a peur de la guerre. On a peur de la guerre. On a peur d'une 3e guerre mondiale. On a peur de devoir envoyer nos soldats. Bien sûr qu'on a peur. Vous voyez bien les précautions avec lesquelles Emmanuel Macron parle du fait. On se souvient de tollé par rapport à ces phrases qui étaient assez sibyllines à l'époque concernant le potentiel envoi de troupes. Là, je vais vous entendre tous là-dessus, pardon. Il parle du fait qu'on en enverra après.
Peur de quoi exactement? Mais on a peur de se lancer dans une guerre contre la Russie. Oui, mais pardon. Hypothèse des troupes françaises, anglaises, etc., vont faire de la réassurance en territoire ukrainien. Qu'est-ce qui se passe? Je précise que c'est ce qu'on fait. On parlait des Pays-Baltes, c'est ce qu'on fait dans les Pays-Baltes. Vous avez des Français qui sont dans un bataillon britannique en Estonie, et vous en avez tout le long des Pays-Baltes. Donc on fait des Canadiens. Pourquoi ne le fait-on pas en Ukraine? Parce qu'il n'y a pas de troupes. Parce que c'est la guerre encore. Parce que c'est la guerre, voilà. Donc un engagement de troupes armées en Ukraine actuellement, ce serait entrer en guerre contre la Russie. Voilà. Alors on peut faire de l'aide indirecte avec des soldats, mais engager une brigade française en Ukraine en pleine guerre, ça signifie la guerre contre la Russie. En revanche, après la guerre, après un cessez-le-feu, après la fin des combats. Là, on peut, non pas, je pense que ce ne sera pas possible. Je vois Ludmila Totieva qui branle la tête. Vous parlez, elle branle la tête. Qui bouilline. Expliquez-moi, pardon, je vous interromps, mais pour la bonne cause. Pourquoi est-ce que pourquoi vous sursautez quand vous entendez ça? Je voulais juste répondre à votre question. Non, mais pourquoi vous sursautez exactement en entendant Goya? Parce que l'Europe, elle n'est pas plus puissante, elle n'est pas plus courageuse qu'il y a 60 ou 70 ans. Parce que l'Europe est pareille. Et on va commettre les mêmes erreurs. On est en bout de commettre les mêmes erreurs. Munich 38, c'est Munich 2025. C'est ça le problème. Et qu'on ne voit pas les parallèles, on ne veut pas faire quelque chose avec ça, c'est ça qui est très problématique. Et ce n'était pas contre le colonel Goya, mais c'est juste la pensée qu'il a exprimée qui est très partagée par les Européens. C'est ça qui me prend vraiment au cœur, parce que les Ukrainiens, vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui? On pensait qu'on est des adultes dans la salle. Est-ce la chose dont on se rend compte, c'est qu'on est les seuls adultes dans la salle. Et c'est ça qui est la grande vérité, la tristesse. Et ce dont vous avez parlé, Guillaume Roquette, sur effectivement la puissance qui dicte la réalité des frontières. Le problème, c'est que c'est plus facile de le dire quand vous êtes une France. Mais c'est plus difficile. Ici, si vous êtes Estonie ou Lituanie, et vous avez en gros un refus que vous ne pouvez pas dire autre chose. Vous devrez vous succomber sur cette réalité de la puissance. C'est ça qui est injuste et qui se reprend à chaque fois. Moi, je trouve que l'Europe peut répondre différemment. Est-ce qu'elle le veut? La discussion sur ce plateau me montre que non. Et ça, c'est très, très triste. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Si on peut revoir la carte qu'on voyait à l'instant, où on avait l'ensemble du théâtre européen, on distingue la France là, sur la gauche, et on voit la Russie. La Russie, en 3 ans de guerre, en jetant toutes ses forces, en étant 10% du PIB dans l'industrie d'armement. Elle a avancé de 110 km. Et Ludmila, pour répondre à votre question, pourquoi les Européens ne sont pas plus courageux? Moi, je pense, même s'ils ne le diront jamais comme ça, qu'ils voient cette carte, ils disent, OK, les Russes, évidemment, c'est pas des gens sympathiques, n'empêche que en 3 ans, ils ont avancé de 110 km et pas plus. Et que donc, le danger, il n'est pas si immédiat que ça, il n'est pas si fort que ça. Alors, bien sûr, quand on est les Pays-Baltes en haut de la carte, là, on a peur parce que déjà 110 km, c'est la moitié de leur pays. Donc, et c'est pour ça qu'eux, ils sont en première ligne. Mais ceux qui sont derrière, c'est pour ça qu'ils disent, mais on va trouver une solution. C'est pour ça que on ne veut pas que continuer à soutenir l'Ukraine sans les Américains, parce que je pense que il y a un vrai doute sur la réalité du risque. Est-ce qu'on est, comme le dit Ludmila Totieva, dans l'illusion? C'est-à-dire, on fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Rappelez-vous, par exemple, quand l'Ouest a lâché la Pologne dans les années, pendant la guerre froide, en réalité, on a cru, on a fait mine de croire qu'il y aurait des élections libres, que Staline allait faire des élections libres, personne n'y croyait, on savait bien que c'était bidon, mais on avait tellement peur des Soviétiques qu'on était dans cette logique-là. Oui, non, mais on pouvait rien faire. Enfin, c'était trop tard, en réalité. C'était avant qu'il fallait se poser des questions. C'était trop tard. À partir du moment où vous avez toutes les troupes soviétiques qui occupent tous les pays d'Europe centrale, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'on pense là maintenant, les territoires occupés, Donbass et Crimée? Oui. Que c'est trop tard? C'est trop tard. D'abord, nous, on n'est pas en guerre contre la Russie. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est Vous avez un instant d'hésitation. C'est trop tard ou c'est pas trop tard pour récupérer la Crimée et le Donbass? D'abord, c'est aux Ukrainiens de le dire. C'est eux qui font la stratégie. C'est eux qu'il faut écouter. Est-ce que les Ukrainiens considèrent vous fuyez un peu la question. Les Européens, pendant des mois, ont dit on est à vos côtés tant qu'il le faudra. Mais ça ne veut rien dire, Darius. Quand on dit on est à vos côtés jusqu'au bout, ça ne veut rien dire. C'est absolument pas concret. Non, pour moi, j'assume ce que je dis, ça ne veut rien dire. Et on n'en a absolument
absolument la preuve aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. En revanche, ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons un sommet. Si on est dans il a fallu ce qui se passe dans le. Je termine ma phrase, Darius. Il a fallu ce qui se passe dans le bureau ovale pour que justement en Europe tout le monde se réveille et que maintenant on ait d'ailleurs une certaine concurrence entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique pour prendre le lead sur cette Europe et essayer de voir ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir agir concrètement. En tout cas, la sécurité a un prix. Donc soit on la paye cette sécurité, et ben soit on rend nos politiques de défense souveraines. Et pour le moment, on n'a pas choisi. Vous n'avez pas tout à fait répondu. En réalité, est-ce que sous l'habillage, les cris, les promesses, et tout ce qu'on voudra, on a lâché les territoires occupés, Crimée, Donbass, aux Russes? Pour l'instant. À court terme, on peut craindre que oui. D'ailleurs, même Volodymyr Zelensky, sauf erreur de ma part, a dit que l'Ukraine ne pouvait pas récupérer tout de suite ces territoires, pour l'instant. Donc, bien sûr qu'il faut pas reconnaître l'annexion de ces territoires par la Russie, parce que ce serait nous-mêmes nous faire les complices de la violation de cet ordre international dont je parlais. On l'a déjà fait dans le passé une fois, avec le Kosovo. On a vu que c'était une erreur et il faut mieux ne pas recommencer. Mais oui, il y a cette idée que malheureusement, on va obtenir, alors au mieux, c'était un peu ça le projet américain sous Biden, une forme de neutralité ou de statut transitoire. Bon, Trump apparemment lui il s'en fout. Lui pour le coup, il est prêt à passer le Donbass et la Crimée par perte et profit. C'est quand même une sacrée défaite, pardon, parce que rappelez-vous ce qu'on disait pour la Crimée. On disait plus jamais en 2014 les Européens se sont fait avoir. Là vraiment, il ne faudra plus jamais se faire avoir. Le coup de la Crimée, c'est-à-dire pendant 10 ans de plus rien faire. Et là, on rejoue la même chanson. Moi, pardon, 2014, j'étais en Crimée. J'étais en Crimée. Je peux vous dire que ça n'intéressait personne, mais absolument personne. Cette fois, on va dire que ça pas la guerre d'Ukraine c'est-à-dire quand même, il est tard. Il est très tard. Demandez aux Ukrainiens s'il n'est pas tard. Franchement, s'il n'est pas tard. Demandez aux Ukrainiens s'ils apprécient le fait que en 2014, ça n'intéressait personne dans les médias occidentaux. Ben non, ils apprécient pas. Mais non, on peut parler de la Géorgie. Ça a commencé avec en 2008, la Russie attaque la Géorgie. Bon, ok, on est placé devant le fait accompli, d'accord, ok. On fait rien. 2014, c'est la Crimée qui est annexée. En l'été 2014, il y a une offensive russe quand même dans le Donbass. On fait comme si c'était rien passé, on laisse passer. En février 2015, une autre offensive russe dans le Donbass. Bon, ok, nouveau coup. Mais voilà, et au bout du compte, on est placé à chaque fois devant le fait accompli. C'est ça. Là, on va dire que ça le fait accompli. Il y a 3 ans de guerre. Et on les Européens en temps de. Mais en réalité, cette attaque contre l'Ukraine, c'était la même chose. C'était un coup qui était beaucoup plus important, qui était pour. Non, puis ça nous a impacté un peu différemment aussi. Voilà, mais fondamentalement, c'était la même logique. Placer tout le monde devant le fait accompli. Jusqu'où peut aller l'axe Trump-Poutine? Parce que là, on est au degré, disons, d'inquiétude supplémentaire. C'est pas seulement l'idée de l'abandon, du lâchage. C'est l'idée vraiment c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie inquiétude. Trump-Poutine. Écoutez de quelle façon Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, fait l'éloge, tout à fait presque énamouré de Trump. Trump, c'est un pragmatique. Son slogan, c'est le bon sens. Ce qui signifie bien sûr, et tout le monde le voit déjà, une évolution vers une autre façon de faire les choses. Mais l'objectif est toujours MAGA, Make America Great Again. Il a maintenant une nouvelle casquette. Tout ce que Trump a promis, il l'a fait. Vous voyez, cela donne à la politique un caractère vivant et humain. C'est pourquoi il est intéressant de travailler avec lui. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Lavrov sourire. Calme comme ça. Alors là, il est tellement amoureux politiquement de Trump que ça l'illumine. Il manquerait plus qu'il morde. Les États-Unis lui lâchent tout ce qu'il espère. Donc, non, mais cette séquence, moi je l'avais pas vue quand on prépare l'émission, les séquences qu'on voit, je l'avais pas vue. Et effectivement, il est illuminé. Mais il y a autre chose qu'il dit dans la même séquence. Il ajoute, l'air très satisfait. Il dit voilà les négociations que nous avons eues à Riyad, l'autre délégation en face de nous, voilà des gens qui nous comprennent, voilà des gens qui nous considèrent, voilà des gens avec qui on peut parler. Donc effectivement, Lavrov est aux anges. L'idylle, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, que Trump lâche l'Ukraine, il y a une certaine tradition historique, comme on l'a rappelé, mais là, c'est plus que ça. On a l'impression d'une idylle politique entre Moscou et Trump est le premier président des États-Unis à être passé à l'Est. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est une divine surprise pour tous ces gens-là. Ils obtiennent tout. Pour l'instant, est-ce que Trump a demandé quelque chose aux Russes? Non. Allez-vous à bout de votre pensée? Vous pensez qu'il est dans une situation de traître? Dans
Dans les faits, oui, je pense qu'il joue contre les intérêts des États-Unis à long terme. Il joue contre les intérêts des États-Unis, oui, effectivement. Oui, si on considère que la Russie est comme l'Union soviétique, une puissance agressive avec une volonté mondiale. Mais justement, je pense que Trump ne considère pas ça. Trump s'imagine qu'il va pouvoir faire revenir la Russie à de meilleures intentions, un pays peut-être pas pacifique, faut pas rêver, mais en tout cas moins agressif. Donc il n'est même pas exclu qu'il fasse ça pour de bonnes raisons, c'est-à-dire même pas parce que il a simplement envie d'humilier les Européens ou parce que il serait acheté par les Russes, ce qui n'est pas exclu dans le passé, mais peut-être qu'il considère que il est vraiment très intelligent et qu'il va réussir à ramener la paix en Europe et à ramener la Russie dans le camp occidental. Est-ce qu'on est au stade même qu'on a de la peine à imaginer en Europe, parce qu'en Europe, on adore voir le monde entre gentils et méchants. Chez nous, il y a cette façon un peu moralisatrice de voir le monde. Est-ce que lui est déjà passé à une vision, au fond, où il considère que entre l'Europe et la Russie, il n'y a pas forcément une différence, disons, de qualité morale, qu'il y a une prédation et qu'il peut s'entendre avec les Russes contre nous? Et en même temps, il n'a jamais émis la moindre critique contre la Russie depuis qu'il est au pouvoir. Non, et je veux dire, on parlait de l'altercation avec Zelensky. Qu'est-ce qu'il lui reproche pendant 5 minutes, il reproche Vance et Trump, il reproche à Zelensky de parler mal de Poutine. Il dit voilà, il y a une chasse aux sorcières contre Poutine. C'est ça. Et ils disent mais regardez, Joe Biden, il n'a pas arrêté de dire du mal de Vladimir Poutine. Et sous-entendu, c'est pour ça qu'il y a eu une guerre. Ce que vous dites là est très important. Il s'identifie en quelque sorte à Poutine. Oui, Poutine s'identifie l'un à l'autre en disant nous sommes mal vus, il y a des chasses aux sorcières contre nous. Oui, bien sûr. Il faisait un parallèle, bien sûr. Et en Russie, surtout pourquoi justement Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, était jubilant, parce que finalement, ils sont considérés au même niveau que les États-Unis. C'est quelque chose dont ils rêvaient, parce qu'ils se voient comme une superpuissance, et finalement, avec Trump qui est là, il parle le même langage, il est la personne auquel ils peuvent parler de la manière qu'ils se font comprendre, les Russes, je veux dire. Effectivement, ils jubilent parce qu'ils sont un peu dans l'ère de retour des grands empires, où chacun va pouvoir se redessiner le monde entier en différentes sphères d'influence, et ils peuvent se parler calmement entre eux-mêmes, et peut-être... Est-ce qu'on sous-estime ce retournement d'alliance? Les amateurs d'histoire se rappellent au XVIIe siècle, quand Richelieu s'est allié à des puissances protestantes contre les catholiques, ce qui était pour à l'époque quelque chose d'inouï. Est-ce qu'on vit un renversement pareil, où en fait on ne se rend pas compte que peut-être Trump prend vraiment parti avec les Russes contre nous? Juste un exemple, Pete Hegseth, donc le ministre de la Défense, enfin le secrétaire de la Défense, a donné l'ordre de ne plus poursuivre des enquêtes, notamment ce que Michel ne veut pas appeler la guerre hybride, mais tout ce qui est attaque cyber, notamment des Russes contre les États-Unis. Alors que ça existe, notamment contre des grids électriques, entre autres, mais ils ont consigne aujourd'hui de diminuer ou ne plus enquêter sur les menaces russes. Pardon, ce que vous dites est très important. C'est une des nouvelles effectivement majeures de la soirée, c'est-à-dire qu'ils considèrent plus tout à fait la Russie comme un ennemi. Expliquez bien ça. On va montrer ce qui est en train de se passer. Donc, Hegseth, secrétaire à la Défense, dit arrêtez les opérations contre les Russes, les cyberopérations. Les cyberopérations, c'est-à-dire tout ce qui est enquête sur les agissements russes, qui sont très nombreux aux États-Unis depuis des années, contre des infrastructures critiques, notamment, que ce soit l'électricité, le gaz, mais aussi, je pense à SolarWinds, certaines logiciels et autres, et ce qui était une grande partie de ce que faisait le département de la Défense en ce qui concerne le cyber notamment, parce que bien évidemment la guerre n'est pas que, le département de défense, le département des armées n'est pas simplement la guerre, c'est aussi ces attaques-là qui sont très importantes de la part des Russes aux États-Unis, et aujourd'hui on a instruction de ne plus les enquêter. Affrontons la question. L'hypothèse d'une administration américaine vraiment noyautée par les Russes, mais au sens propre, par des compromates, comme on disait, c'est-à-dire un compromis, des documents compromettants, soit par l'argent, par le sexe ou que sais-je. Est-ce que pour vous, elle existe? Moi, je me pose véritablement la question, parce que Trump est en train de démanteler tout ce qui est le pare-feu, ou en tout cas la défense contre la Russie, qui est très important, avec des attaques qui sont, on a une liste, c'est pas nouveau, c'est pas ancien non plus, et en tout ce qui est renseignement. Et
y compris en soft power aussi, et c'est très inquiétant. Oui, c'est possible que ça existe, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de ça. C'est-à-dire que l'administration Trump, ils sont convaincus que, vous faisiez la comparaison avec Richelieu. Bon, Richelieu, il a un ennemi, c'est l'Espagne, enfin ce sont les Habsbourg, et donc et pour ça, il s'allie avec les autres, effectivement, avec les Suédois, avec les Hollandais, bien que ceux-ci soient protestants, et je crois qu'il n'y avait même pas besoin de corruption pour ça. Trump dit, moi j'ai un ennemi, c'est la Chine. Et bien, puisque c'est donc tout ce qui peut m'aider à affaiblir la Chine est bon, donc je m'entends avec les Russes. Et je crois pas que il faille avoir une vision microéconomique, entre guillemets, y compris par la corruption, de ce qu'on est en train de voir. Je pense que les États-Unis sont enfermés, en tout cas l'administration Trump, dans une vision du monde qui est d'autant plus cohérente que elle est minoritaire et donc ils ont le sentiment de ne pas être compris. Ils ont le sentiment d'avoir gagné avec ce corps de doctrine-là, et aujourd'hui ils n'en bougent plus. Je m'entends avec les Russes, oui, effectivement. Donald Trump est un partisan du partage des sphères d'influence. Donc, il a l'impression que lui, il a sa sphère d'influence, d'ailleurs, depuis qu'il est revenu au pouvoir, il a parlé du Groenland, de Panama, etc., du Canada. Et donc, il laisse faire d'autres, le président chinois et le président russe, dont il considère sans doute qu'eux aussi ont droit à leur sphère d'influence. L'Ukraine fait partie de la sphère d'influence dans la tête de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Cela dit, c'était aussi dans la tête de Nicolas Sarkozy, voire même dans la tête d'un Hubert Védrine qui dit aujourd'hui, peut-être que si on avait gardé à l'Ukraine ce statut de neutralité, d'État tampon entre guillemets entre l'Occident et la Russie, eh bien aujourd'hui on n'en serait pas là. Ludmilla. Oui, juste en revenant vers Trump, je pense que quand même le système, le modèle oligarchique que Trump est en train de vraiment faire monter au pouvoir, au sommet de pouvoir, et il se ressemble énormément à ce que Poutine a pu concevoir, ou la manière dont ce type de régime marche. Et c'est ça qui est très, très, très inquiétant. Parce qu'il y a une connivence et une convergence vers un système de gouvernance qui est très, très dangereux, avec les oligarques très clairs qui ont des liens, beaucoup d'entre eux, avec la Russie, avec l'argent sale des Russes. Et c'est pas évident. Enfin, il y a des grandes constructions les bâtiments qui étaient faites aussi financés par des Russes, soit loués par des Russes. Alors, c'est pas quelque chose anodin. Je sais pas si vous avez. Non, mais il y a pas que simplement une question d'oligarque qui est en train de construire un système qui ressemble fortement, que ça soit intentionnel ou pas. Mais même moi, je pense surtout, et ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est les questions notamment de liberté d'expression, les journalistes, l'accès à l'information qui se réduit aux États-Unis avec un narratif qui est créé de toutes pièces et qui vend à certains Américains qui veulent l'entendre, mais qui est très problématique. Dans les échanges de bons procédés, alors chacun dans son style un peu fleuri toujours, c'est toujours le poète Medvedev là, Trump a dit la vérité en face au clown cocaïnomane pour la première fois. Le régime de Kiev joue avec la Troisième Guerre mondiale, mais ça ne suffit pas. Nous devons mettre un terme à l'aide militaire apportée à la machine nazie, etc. Bon, ça c'est le vocabulaire de Medvedev, mais là encore, le renvoi d'ascenseur entre Trump et Medvedev, Medvedev qui tapait toujours sur les dirigeants américains, là, lui aussi, c'est l'amour. Mais moi, ce qui me choque, alors là, vraiment, dans l'histoire américaine, on n'a jamais vu, même quand Bill Clinton était avec Yeltsin un peu bourré, on n'a jamais vu... Ils étaient complices, mais enfin... Ils étaient complices, mais il n'y avait pas cette relation-là. Ils étaient complices, ça a rassuré la post-guerre froide, mais il n'y a jamais eu cette complicité totale, cette miroir, parce qu'on est vraiment dans une miroir, un miroir en rhétorique, mais aussi en acte. Expliquez bien ça, on est passé à autre chose. Effectivement, il y a eu, rappelez-vous, comment on appelle ça, Nixon qui trinque au champagne avec Brejnev, on a eu plein d'images comme ça, mais c'était dans un cadre d'un affrontement quand même où chacun